Alors aujourd'hui, je suis en compagnie toujours de notre petite mascotte Amigo, hein, elle est toujours présente avec nous, et en compagnie de Laurent Failleul qui va nous parler de son livre « Les Jeux de Paris n'auront pas lieu ». Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin? Alors Laurent, bonjour. Bonjour. Alors, mais avant de nous dire ce qu'il y a dans le bouquin, qui est Laurent Failleul? Alors, merci pour l'invitation. Pour faire simple, je suis Arquois. Oui. Je le suis depuis 2011. J'ai grandi pas très loin d'Arques, entre Hasbrook et Bailleul, dans un village qui s'appelle Vieux-Berquin. D'accord. J'ai fait mes études à Lille, des études en lettres modernes. Ensuite, j'ai fait quelques vacations autour du livre, une sorte d'intermittent du livre. Et au gré des remplacements, j'ai pu évoluer en médiathèque, en bibliothèque, en diffusion aussi, et beaucoup en lecture publique. Puis j'ai été rédacteur des débats, et je suis arrivé ici sur Arques, où j'ai retrouvé l'Audomarois, puisque l'Audomarois c'est aussi le berceau familial. D'accord. Voilà. Alors, avant de nous parler, donc, les Jeux de Paris n'auront pas lieu, est-ce qu'il y a une bibliographie qui existe ou est-ce que c'est le premier roman? C'est le premier roman que je publie dans un contexte professionnel. J'avais déjà pu faire des concours, j'avais déjà pu faire un petit peu d'auto-édition. Mais là, pour le coup, c'est vraiment le premier ouvrage dans un contexte professionnel. D'accord. Donc, on va parler de ce nouveau livre d'éco-fiction, hein. Les Jeux de Paris n'auront pas lieu. Alors, mais avant tout, qu'est-ce que l'éco-fiction? L'éco-fiction, on va dire, c'est la façon dont la littérature s'empare d'un sujet brûlant de notre époque, qui est celui du réchauffement climatique. Et d'une façon plus générale, ça couvre l'intégralité des problématiques écologiques. Et c'est que l'axe climatique, il est le plus présent. Il est davantage connu outre-Atlantique, notamment via d'autres canaux culturels qui sont en série et cinéma, où on appelle ça plutôt les climate fiction. Et donc c'est une façon aussi de s'emparer du réel, de s'emparer du présent et de porter un regard sur la façon dont notre société s'effiloche tout doucement et potentiellement se retisse. Est-ce qu'on peut dire qu'elle s'effiloche rapidement? Ça s'effiloche rapidement. Après, pour les besoins de la fiction, j'avais besoin que ça s'effiloche très rapidement, hein. On est sur un récit catastrophe, on est sur du thriller. On a besoin qu'il y ait beaucoup d'intrigue, beaucoup de suspense, que ce soit tendu au niveau de la narration. Donc oui, ça répond à cette rapidité pour les besoins de la fiction. Sur la réalité, c'est au gré de chacun d'apporter la réponse qu'il souhaite. D'accord. Donc en feuilletant votre livre, hein, on peut lire sur votre prélude que ces inondations de novembre et décembre dans l'Audomarois sont une part de votre inspiration, que chaque chapitre comporte des prénoms. Racontez-nous quand même les grands axes de votre ouvrage. Alors, juste pour faire écho à la partie prélude, la partie prélude a été ajoutée entre le temps de l'écriture et le temps de la publication, puisque les inondations se sont présentées juste avant la publication, mais l'écriture était faite bien avant, avec une base documentaire ça consistait, du coup je réponds à la partie de la question, ça consistait l'idée c'est de suivre en temps réel la façon dont cette série catastrophe se déchaîne, et je choisis 4 territoires bien particuliers. Ces 4 territoires sont tous olympiques, magnifiques, vulnérables et éprouvés par la fiction, éprouvés également par la réalité. Et ces 4 territoires sont Tahiti, Paris, pour des raisons assez évidentes. Tahiti, il y avait le surf. Lille, ça va vous faire sourire, pour le hand et le basket. Et puis l'Audomarois, qui demeure base arrière, qui est par ailleurs également le territoire où je vis, et c'est un autre défi narratif, un autre défi d'écriture, que de s'emparer de son propre territoire pour tordre la réalité et l'intégrer pour que ça réponde aux besoins de cette fiction. D'accord. Alors, peut-on décrire votre livre comme visionnaire ou une forme de dystopie à la George Orwell, ou une réflexion écologique pour émettre un nouveau regard, disons, sur les risques climatiques, économiques et sociétaux?
un petit peu de tout ça. Maintenant, il faut développer. À développer, oui. Donc, ça sera trop facile, comme ça. Je pensais que vous alliez faire tout le boulot pour moi. Non, pas du tout. Voilà, j'amorce, comme on dit. Et là, je vais continuer à compter. Sur la partie dystopie, il y a une partie oui et non, en vérité. Alors, comme on est vraiment sur de l'anticipation à très court terme, ça casse un petit peu les codes d'une dystopie où traditionnellement côté science-fiction on est davantage sur une projection à plusieurs siècles ou plusieurs dizaines d'années d'écart. Là on est vraiment cet été, voilà, puisque l'intrigue commence J-10. D'accord. Sur la partie réflexion plus globale autour des changements climatiques, probablement, c'est ce que je découvre aussi maintenant que le livre il a un petit peu plus d'un mois d'existence. On se rend compte que cette partie de débat qu'apporte le livre est quelque chose qui ressort fortement. Ce qui ressort beaucoup aussi et sur lequel je suis heureux de pouvoir insister ici, c'est des retours des lectrices et lecteurs. C'est tout ce qui tourne autour de l'humour, de la légèreté, puisque c'était l'autre défi, de réussir à parler de sujets graves, profonds, qui entrent en résonance et qui font vibrer et créer du choc émotionnel, de réussir à parler de tout ça tout en restant le plus léger possible. Il ne s'agit pas d'être désinvolte, puisque c'est grave ce qui arrive. Tout à fait. Il s'agit juste de rester, de garder la tête froide, de rester lucide. Et la légèreté, pour moi, c'était l'outil qui permettait d'aborder ces sujets-là avec le plus d'efficacité. Je suis heureux puisque ça remplit son job, le bouquin, en termes de divertissement littéraire, et si ça apporte du débat, c'est appréciable aussi. Une prise de conscience. Une prise de conscience, et puis c'est également pour les personnes qui sont déjà très engagées dans les transformations sociales, sociétales, militantes, activistes notamment. C'est également, il y a un petit côté jouissif aussi à voir la société ultralibérale que ces personnes-là peuvent dénoncer dans leur combat quotidien, avec sans doute beaucoup de courage, et parfois beaucoup de coups aussi. Oui, ça apporte un peu une sorte de satisfaction aussi de pouvoir le vivre par le truchement de la fiction. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que ce livre peut servir d'une mise en garde des JO qui vont commencer à Paris en juillet? La mise en garde. C'est pas mon intention, en tout cas. Mais il y a des faits qui vous donnent un peu raison. Il y a des faits qui donnent raison. C'est aussi la façon dont j'ai conçu et construit le roman. C'était en allant récupérer, pour chacun des territoires que j'ai pu citer tout à l'heure, en allant récupérer de la documentation concernant la culture du risque. Donc tous les risques que j'évoque dans le roman pour chacun des territoires sont documentés, sont connus. On peut s'interroger peut-être sur pourquoi est-ce que c'est un romancier qui s'en empare, pas les personnes qui sont chargées d'aménager le territoire. Ça c'est une autre question qui répond peut-être aussi à ce qu'on évoquait tout à l'heure au niveau du débat. Pour en revenir plus précisément et plus spécifiquement aux JO de Paris, pour moi les JO c'est vraiment un décor en fait. Je suis sur du décor et parce que il y a cet élément-là de décor, le sport devient une thématique essentielle au roman. La politique, plutôt la géopolitique s'intègre également, mais comme un autre élément de décor en fait. Il n'y a pas d'ambition particulière par rapport au JO, et ce que j'ai pu dire par ailleurs. La seule chose dont j'ai la certitude qu'elle n'aura pas lieu, et j'en suis désolé par rapport au JO, c'est la trêve. Les JO qui ont normalement pour vocation d'apporter une trêve, cette trêve-là n'aura pas lieu. Ça c'est triste. Mais les Jeux en tant qu'événement sportif auront lieu, sans doute, vraisemblablement. Vous êtes sportif quand même, les JO, vous allez les suivre ou pas quand même? Les JO, je vais les suivre par intérêt. Côté sport, j'aurai un goût particulier pour le judo, sans aucun doute. Ah ok, d'accord. Chacun ses goûts, hein. Moi c'est le basket et le handball, on en parlait en aparté. Le hand, j'aime beaucoup, je serais curieux de voir également ce que ça peut donner du côté de Lille et du stade Pierre-Mauroy. D'accord. Alors en aparté, nous avons appris donc hier le décès d'un grand homme de la littérature et de la langue française, hein, Monsieur Bernard Pivot. Auriez-vous un souvenir à partager ou un hommage à ce Monsieur Pivot? Il
il incarnait une certaine vision de la culture à la française, cette logique d'exception culturelle qui nous a accompagnés, qui a accompagné plusieurs générations. Il a fait l'histoire de la télévision, il a fait la culture, il a toujours eu beaucoup d'égards pour mettre en avant des nouveaux romanciers, des nouvelles romancières. Et évidemment, ça fait partie du jeu, évidemment, d'être en fin de cycle comme ça pour une personne de son âge. Mais l'hommage qui lui est rendu, je m'y associe, mais j'ai pas de légitimité particulière. Mais je peux dire qu'on peut lui dire merci parce qu'il a fait quand même connaître la littérature à énormément de Français, avec son émission Apostrophe et autres, puis il y a des invités quand même assez célèbres. Et on parlait de sport, je ne savais pas que c'était un grand supporter de Saint-Etienne. Je l'ai appris ce matin, donc en même temps. C'était un footeux lui-même, c'était un footeux. D'ailleurs, on lui a une culture populaire, c'est une grande réussite, en tout cas, c'est très inspirant. Ce matin, ce que j'avais vu à l'époque, j'ai vu un extrait de cette émission entre Guy Béard et Serge Gainsbourg, qui est vraiment un moment très 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 exceptionnel. Alors, pour le bouquin dont on va revenir, donc les Jeux de Paris n'auront pas lieu, est-ce que vous allez à la rencontre de vos lecteurs dans les jours à venir? Si oui, on peut vous voir où et quand? Alors, déjà, le livre, il est disponible dans les librairies, sur la partie tournée, on va dire. Oui. Alors, je suis présent à Douai, par exemple, le 18 mai. Mais je le consacre davantage à la partie média. D'accord. Et juin, je retourne, on va dire. Alors il y a Flers en Escrebio, c'est à nouveau un petit peu dans le même coin que Douai d'ailleurs. Je retourne à Arras également, un café littéraire. Je suis à Arques, à l'ascenseur à bateau des Fontinettes. Ah d'accord, le jour de la fête. Pas le jour de l'inauguration, mais c'est fin juin. C'est le salon du livre qui est organisé par l'association des auteurs du Pays de Saint-Omer. Et entre-temps, j'aurai eu l'occasion d'aller à Coulommiers où on est invité avec mon éditrice pour un salon du livre là-bas. Bon, c'est super tout ça. Hein, d'accord. Est-ce qu'on peut vous suivre, par exemple, savoir où vous êtes? Est-ce que vous avez une page Facebook ou comment on peut faire? Alors, sur la partie réseaux sociaux, je publie en tant que Laurent fait des histoires. Laurent fait des histoires, oui. Et j'ai un site internet avec le même nom également, en .fr. Et puis je suis joignable, on peut même me joindre par téléphone, ça me convient très bien. Est-ce que vous permettez qu'on le donne? Absolument. Alors, il faut que je m'en souvienne. Donc c'est 07 831 332 32. Voilà, par texto, WhatsApp, ça fonctionne très bien. Et je suis toujours très heureux de faire des nouvelles rencontres. C'est parfait. Alors, petite question, y a-t-il un autre roman en préparation? Il y a toujours d'autres romans en préparation. Alors, celui qui a le plus de chances de voir le jour rapidement après celui-là, reprend certains des personnages d'ailleurs avec une logique de personnages récurrents et s'intéresse toujours à la transition écologique et sociale qui est à l'œuvre dans notre société, mais non pas par le prisme d'un roman catastrophe, mais plutôt via la chronique familiale. Ok, d'accord. Alors, Laurent Fayeul, merci d'avoir répondu et accepté notre invitation. Pour conclure, je vous laisse le mot de la fin. Bien, écoutez, merci à nouveau pour l'invitation. Ce mot de la fin, il pourrait être celui-ci. Si vous vous posez la question « et si ?» ces deux mots-là, « et si » vous taraudent un petit peu, « et si le pire devait arriver, à quoi ça ressemblerait ?» Et si on pouvait choisir de continuer à en rire, eh bien, je pense que vous trouverez pas mal de réponses en lisant cet ouvrage « Les Jeux de Paris n'auront pas lieu ». Alors, je vous le remontre, les Jeux de Paris n'auront pas lieu. Donc, c'est dans toutes les librairies, principalement. D'accord. Oui. Ok. On peut le trouver, par exemple, est-ce qu'on peut le trouver sur Internet via votre page ou autre? Alors, moi-même, je fais pas de site marchand. On peut le trouver sur le site de l'éditrice, Les Mots qui portent, et on peut le retrouver aussi sur d'autres sites marchands, tels que De Cidre, Furet, Fnac, Cultura. Eh bien, merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt. Au revoir.